Donc ça va mieux, l'argent, mais c'était compliqué. Et je sais toujours pas exactement pourquoi je m'en faisais une telle peur, mais je pense que c'était un mix de les trucs d'adultes, ça me fait peur. J'ai une vraie culpabilité de mal le gérer. Je me sens nulle et j'ai l'impression que tout le monde sait le faire et pas moi. Et du coup, je vais le garder pour moi et pas en parler, alors que en vrai, si à 17-18 ans, j'avais dit soit à mon daron, soit à ma daronne, soit à un autre adulte, tu vois, en vrai, je galère. Ou même que j'avais été, je sais que dans les mairies, il y a des permanences d'aide administrative et tout, où j'avais été en thérapie et que j'avais été dire je suis hyper bloquée là-dessus et qu'on avait pu bosser un peu dessus. Peut-être que 6 mois m'auraient économisé beaucoup de galères et fait économiser beaucoup d'argent à terme. Mais encore une fois, c'est pas grave, tu vois, je serais pas la même personne, donc it's ok. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. J'en ai déjà marre de moi. Fatigue est présente, d'ores et déjà. On est donc avec Mimi. Coucou, c'est Mimi. Oh là là. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans Histoire d'argent. Ça roule moins sur la langue, c'est trop de syllabes. Pour les gens qui n'ont pas la ref, parce que sans doute des gens qui écoutent Histoire d'argent ont pas forcément écouté The Boys Club d'abord, puis maintenant le Film Club. C'est notre. Quelle idée! Qu'est-ce que vous ne savez pas ce que vous ratez? Vous devriez découvrir. Alors donc dans Histoire de mec, qui est le podcast qu'on a renommé, en tout cas que j'ai renommé après la vente de Mademoiselle, on avait donc fait un duo d'intervieweurs pendant des années. Duo de chic et de choc, donc comme faut disent les personnes de 78 ans. Dans les vieux épisodes. Oui. Et vous allez nous entendre en interview. Qu'est-ce qu'on était bon quand même. Franchement, on t'es pas mauvais. Et j'aimais bien, des fois, il y avait des twists. Et j'ai des souvenirs très précieux, notamment de Fab en PLS sur une chaise, une position latérale de sécurité sur une chaise, tout à fait, c'est possible. Pendant que Aurélien Fernandez lui expliquait sa rupture du frein. Sa rupture du frein. Oui. L'opération des testicules, c'était la vidéo de Joyka. Mais ne partez pas, on va parler d'argent. Oui, ce n'est pas le sujet, promis. Et donc on a repris ce petit gimmick au début de notre nouveau podcast qu'on fait ensemble où on parle de cinéma qui s'appelle Le Film Club tous les 15 jours. Abonnez-vous. Allez écouter, on reprend des vieux films qu'on a déjà tous vus. Et pour en discuter finalement. Tout à fait. Ok. Donc Mimi, on a déjà fait cet épisode et comme tu es mon ami, t'as le droit à une deuxième retake. Comme tu es un bon intervieweur aussi qui respecte bien sûr les choix de ses invités. Je dis ça parce que les gens partez pas du principe que comme on l'a fait une fois, vous pourrez le refaire une deuxième fois. C'est le privilège d'être ami avec Fab depuis 10 ans. Écoutez, c'est que parfois on a le droit de faire une répète, un brouillon de podcast et ensuite on le met au propre. Oui, en fait, on a déjà enregistré cet épisode d'Histoire d'argent. C'était très bien d'ailleurs. Mais je t'ai demandé de ne pas le publier et qu'on le retourne parce que je me suis rendu compte à la réécoute que selon moi, j'en disais trop sur d'autres gens et pas assez sur moi, puisque je parlais beaucoup, et on va en parler un peu et c'est normal, notamment du rapport de mes parents et de ma famille à l'argent. Et ma famille étant des personnes relativement privées qui n'ont pas envie qu'on raconte leur vie sur Internet, je pense que j'avais pas mis le curseur au bon endroit et que j'en disais trop de choses que je pouvais me passer de raconter et parler plutôt de moi. Voilà, car finalement c'est le sujet qui vous passionne tous et toutes, bien sûr. C'est pas Histoire d'argent avec la famille Hegel au complet, tu vois, ça ferait du monde. Oui, mais bon, je sais que t'as jamais écouté Si, j'ai écouté un peu ce podcast. Malgré le stress que ça me provoque, comme tu le sais. Oui, parce qu'on va en parler, ça te provoque du stress de parler d'argent. Non, là ça va. Là ça va, mais c'est vrai que globalement dans ce podcast, on a plutôt tendance à aussi explorer les différentes casseroles qu'on se refile. Mais bien sûr, ça vient forcément de quelque part. Tu vois, le rapport à l'argent, c'est quand même un truc que les parents transmettent généralement à leurs enfants. Donc on va en parler un peu, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un sujet tabou. Mais je pense que je vais mieux calibrer ce que je raconte, c'est tout. Je n'étais pas à l'aise. Voilà, donc on retourne et ça va être aussi bien, voire mieux, car comme les lasagnes et le pot-au-feu, c'est meilleur réchauffé. D'accord. Mimi, tu es donc
aujourd'hui créatrice de contenu. Tout à fait, indépendante. Oui. C'est très important de le préciser. Bah oui, pour le sujet qui nous amène en plus, tout à fait. Je gagne mon propre argent, je n'ai plus de salaire. Mais j'ai Pôle emploi, quand même. On se connaît parce que pendant des années, on a travaillé ensemble. T'es rentré comme stagiaire chez Mademoiselle, t'es resté pendant 10 ans pour finir rédac chef. T'es même resté après que je sois parti, moi, de mon côté. Et donc, mais bon, on est resté en super termes, puis on est bons amis, on a toujours, enfin voilà, on est amis, quoi. Et on parle dans des micros ensemble. Exactement. Et je voulais t'avoir dans Histoire d'argent parce que j'ai senti à quel point, quand je t'ai parlé de ce sujet, que j'allais faire ce podcast. T'étais là, non mais moi j'ai pas de problème avec l'argent. Non. Avec une voix beaucoup trop aiguë. C'est très possible. Oui, il y a eu une petite... j'étais un peu aboyée dessus à un moment. Où on parlait de je ne sais plus quelle dépense et tu m'as dit en gros... oui, je sais plus pourquoi, mais tu partais du principe que j'avais des sous de côté, ou en tout cas que j'avais plus de sous de côté. Ah oui, parce que je pense que c'est quand j'envisageais mon départ de Mademoiselle, et donc je suis partie de Mademoiselle, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée parce que je savais que je voulais me lancer en indépendante et que donc je n'allais pas enchaîner sur un autre job salarié, et que la rupture conventionnelle permet non seulement de toucher le chômage, mais aussi il y a des sous qui viennent avec, qui correspondent à X% des mois que vous avez travaillé, bref. Et moi j'étais en mode, en fait, si mon entreprise n'accepte pas la rupture conventionnelle, ce qui est possible, ils sont jamais légalement obligés d'accepter, je ne peux pas partir parce que je n'ai pas les sous de payer mon loyer si je n'ai pas de salaire. Quid. Et donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans ma tête, quand t'es devenu rédac chef, je t'ai augmenté très sensiblement. Je sais plus combien... Je suis passé de... Je peux dire les chiffres. Je suis passé de 1007 net à 2005 net. Donc, moi, j'étais arrivée en mode... J'aimerais bien passer à 2000, donc je vais demander 2100, tu vois, genre les trucs de négo, littéralement. Page 1, demandez un peu plus que ce que vous voulez pour avoir ce que vous voulez. Et en fait, tu m'as dit, je propose de passer à 2500. J'étais là, eh bah topé là, voilà, on se serre la main, on va très vite régler cette discussion avant qu'il change d'avis. Et je me souviens très bien que j'ai eu un conseil un peu à la fois d'amis, en même temps de mentors et de personnes un peu plus âgées aussi, voilà. Un peu plus de bouteilles. Je t'ai dit, écoute frère. Parce que rappelons qu'à ce moment-là, j'avais 27 ans, je pense, 26 ans peut-être. J'étais pas bien vieille, quoi. Je t'ai dit, écoute, moi il y a un truc que je te suggère de faire, c'est de faire attention quand tu vas avoir cette augmentation de salaire, c'est de pas faire monter ton rythme de vie d'un coup d'un seul, de faire attention à combien tu dépenses, parce que en gros... Oui, parce que j'envisageais de prendre un appart plus grand, et comme vous le savez, Paris est hors de prix. Du coup, tu m'as dit, peut-être, en fait, si toute ton augmentation, tu la passes dans plus de loyer, tu vas pas vraiment en profiter, tu vas pas la sentir, donc fais gaffe à pas, effectivement, caler ton niveau de vie dessus, parce que le risque, c'est que du coup, tu n'augmentes pas ton niveau de vie, juste tu dépenses, ça va pas t'améliorer ta vie si juste tu payes 300 € de loyer en plus, quoi. Et donc, dans ma tête... J'ai pas changé d'appartement, du coup. Quand 3 ou 4 ans plus tard, t'es en train de te poser la question de est-ce que je pars pas, etc. Moi, dans ma tête, t'as mis, alors peut-être pas 800 € par mois, mais tu vois, je me dis, bon, entre 300 et 500 balles potentiellement par mois de côté pendant des années. Ah, sweet summer child, je n'ai jamais mis 500 € de côté de ma vie, je pense. Des fois, on part juste d'un principe que les gens qu'on aime sont moins cons que ce qu'ils ne sont, et ça colore, du coup, plein de déductions qui suivent. Comme par exemple, Mimi doit avoir un matelas, certes, non pas bolloréesque, mais en tout cas, qui lui permettrait de ne pas être dans la précarité si elle quitte son d'avoir un peu de travail. liberté. Voilà. D'avoir la liberté de dire, bon, je me barre, et en fait, peu importe, j'ai un peu de sous devant moi. Oui, genre, peu importe si j'ai ma rupture conventionnelle ou pas, je vais me barrer. Je peux faire ce que je veux. Et je te dis ça, je te dis, mais non, mais... Alors, je t'avoue que, sans doute, je l'ai pas amené de façon très, très maligne. Mais je pense que c'était tellement évident dans ta tête. Dans ma tête, t'avais vraiment plein de sous de côté, suite à cette discussion qu'on avait eue peut-être, effectivement, 3-4 ans avant. 4-5 ans. Enfin, je sais pas, moi, dans ma tête, je me dis, ok, même si tu mets 200 balles par mois, tous les ans, tous les mois de côté pendant 4 ans, ça fait beaucoup d'argent à la fin, quoi. Et là, tu m'as aboyé dessus comme ça. Un peu. C'est l'une des rares fois où je t'ai vu sortir les crocs. Vraiment, on était là avec notre copine Dorothée, on buvait un café, il y avait pas de tension, j'étais pas du tout tendue, j'étais pas nerveuse, quoi. De 0 à 1000. J'étais là.
Ok. Ouais, je pense que je t'ai dit un truc genre, qu'est-ce que t'en sais si j'ai de la thune ou pas et non, bah tu m'as dit, bah il est passé où ton argent, et je t'ai dit, est-ce que je t'en pose des questions chiantes? Et c'est vrai que après, je me suis dit, bah on va aller faire un podcast sur l'argent avec ma prise. Il y a l'air d'avoir des choses à détricoter. Après, j'avoue que c'était pas mon rôle forcément de te dire ça, mais c'était juste plutôt en tant qu'ami, tu vois, et oui, en et tant puis il y avait un côté qu'ex-boss, très pratico-pratique, c'était juste, tu vois. au moins t'as ces sous là de côté, quoi. C'était pas un jugement du tout, quoi. Mais il y avait une vraie, la surprise était sincère et honnête de vraiment, genre, parce que en plus, toi tu le sais, mais les auditeurs et auditrices peut-être pas, j'ai pas un lifestyle très cher. Bah je m'achète pas des fringues chères. J'ai pas une passion ou un hobby qui coûte cher. Alors j'aime bien les jeux vidéo, mais en plus via mon travail, j'ai eu la chance d'en recevoir beaucoup gratuitement parce que je travaillais dans la presse. Je suis pas passionnée de voyage, j'ai pas un vélo à 2000 balles, et effectivement mon rythme de vie de l'extérieur n'a pas changé, donc je comprends qu'il y a un peu un truc de mais tu l'as bouffé, qu'est-ce que t'en as fait? C'est pas comme si je m'étais mise à partir à Dubaï tous les 4 mois, tu vois. Donc je comprends ta surprise, je l'ai pas du tout mal, j'ai mal réagi parce que le sujet est sensible, mais je me suis jamais dit. En même temps, c'était un peu une question de con, tu vois, que Fabi m'a posée. Pas du tout. On va en parler. Oui. Et d'ailleurs, il y a aussi un truc chez toi qui était lié aussi, j'imagine, à une forme de phobie administrative. Une grosse phobie administrative chez ma personne, tout à fait. Donc tout ce qui est papier et plus sérieux plus c'est dur, quoi. C'est-à-dire que c'est plus simple évidemment de répondre à un mail de Médecins sans frontières pour je sais pas renouveler ma cotisation, parce que si je le fais pas c'est pas très grave. Donc paradoxalement, comme si je le fais pas c'est pas très grave, c'est facile de le faire. Que cliquer sur un mail des impôts où j'ai toujours dans ma tête si ça se trouve c'est grave, et du coup dans le doute je vais pas cliquer pendant longtemps. Ça va mieux maintenant car la thérapie ainsi que grandir et être bien entouré. Mais oui, ma phobie administrative ne m'a pas aidé à avoir un rapport sain à l'argent et à la gestion de l'argent, et encore moins. Alors j'ai quand même un livret, j'ai un compte courant et un livret quand même, et maintenant j'ai un compte pro en plus de tout ça. Donc j'avais quand même un truc d'épargne, mais que j'avais créé un livret jeune, je crois, quand j'avais commencé à travailler, dans cette idée quand tu m'as embauché chez Mademoiselle en CDD d'abord au début, je me suis dit cool, j'ai plus besoin de l'argent de mes parents déjà, je gagne mes propres sous, je vais commencer à en mettre un petit peu de côté, et du coup tous les mois je mettais 100 € de côté. Donc en vrai j'ai épargné dès le début, je l'ai mis sur un livret. Et je me suis payé un beau voyage au Japon 2 ans plus tard avec ma grande sœur, ce que je ne regrette absolument pas. Ça m'a coûté 1500 balles, c'était les sous que j'avais économisés du coup pendant 1 an et quelques. J'étais très contente, j'étais là, ça sert à ça la vie, tu vois. Trop cool de pouvoir aller au Japon avec mes propres sous. Alors, sur la fin, on avait vraiment explosé chacune notre max de dépenses. Le dernier jour, on était là, si l'avion il a du retard, on peut pas s'acheter à manger, quoi, c'est chaud. On va dormir dans la gare de Tokyo. Mais tout s'est bien passé, on était ric-rac, mais on s'en est sortis. Et après, j'ai quand même, du coup, j'avais mon livret. Maintenant, du coup, j'ai un livret de développement durable et solidaire parce que je suis trop vieille pour le livret jeune. Donc j'ai un petit peu d'épargne et j'avais paramétré. Si, en fait, je les mettais de côté les sous, tu vois. Genre, j'avais paramétré direct un virement automatique. Tous les débuts de mois, quand le salaire il tombe, il y a, je sais plus, 150 ou 200 balles qui partent à côté. Mais c'est juste que cet argent, je l'ai régulièrement dépensé, tu vois. C'était, ok, c'est les vacances d'été, c'est le chalet à Nouvel An avec les copines, c'est, je sais pas, là, en vrai, j'avais quand même un bout d'épargne pas trop dégueu, genre je dirais, au moins 2000 €, tu vois, ou 3000 €, ce qui est pas énorme, mais bon, ça va, quoi. J'ai emménagé avec mon compagnon en janvier de cette année, donc on est actuellement en décembre quasiment. Et on est passé de chacun un petit studio, dont pour lui un meublé, à un grand appart de 60 mètres carrés vide, que en fait on a meublé, et j'ai 30 ans, et j'étais là, on va pas acheter les meubles premier prix Ikea, on va prendre des trucs un peu plus sympas, donc genre quand t'achètes 3 étagères murales et qu'une étagère murale elle te coûte 90 balles parce que elle est en forme de rondin de bois et qu'elle est très jolie, et que tu te dis je vais pas en acheter genre tous les 2 ans, tu vois, c'est une étagère, je l'achète une fois. Du coup l'épargne a quelque peu fondu entre ça, les frais d'agence, c'est quand même un déménagement et surtout meubler et équiper un appart qui ne l'était pas du tout, parce que même la cuisine on a dû tout acheter. Pour le coup c'est là que sont passés les sous que j'avais économisés, mais j'ai pas économisé autant que j'aurais pu parce que j'ai juste dépensé cette thune et j'ai vécu ma meilleure vie, quoi. Ok. Je ne suis c'est la cigale ou la fourmi? Je suis plus cigale que fourmi. J'oublie tout le temps c'est laquelle qui est économe et laquelle qui est dépensière, mais la cigale ayant chanté tout l'été, voilà, les fourmis ne chantent pas. Je suis plus cigale que fourmi dans la vie. Ok. Ouais. Bon, la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire argent pour toi quand je te le dis comme ça au premier abord? Je pense que longtemps, ça voulait dire stress.
C'était un mot qui avait beaucoup de connotations négatives, mais je pense que j'ai l'impression paradoxalement de jamais avoir eu trop de mal à... Tu vois, genre les fois où je t'ai demandé une augmentation, c'était pas un truc où je stressais pendant 2 semaines à l'idée de faire ça, alors que pour le coup, appeler ma banque, c'était un mois de stress, tu vois. Donc, et maintenant que je suis indé, j'ai pas du tout de souci à demander de l'argent, à parler d'argent, à dire combien je gagne, à demander plus aussi. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Donc il y avait cet aspect-là, pour le coup, je l'ai jamais trop eu, et c'est peut-être d'autant plus surprenant que je suis une femme et que en tant que femme, les inégalités salariales viennent aussi du fait que les femmes demandent moins d'augmentation et moins d'argent. Donc ça, je sais pas, j'y ai échappé, peut-être parce que j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle et que c'était un bon environnement pour justement déconstruire ça. Mais sinon, à part ça, ouais, l'argent, c'était un méga stress, et j'étais vraiment la meuf qui regarde jamais son compte en banque, tu vois, qui juste à chaque fois qu'elle rentre son code PIN de carte bancaire pour payer, elle ferme les yeux, elle pense à l'Angleterre, elle prie un peu, et tant que ça fait paiement accepté, c'est bon. Et quand ça fait paiement refusé, c'est que c'est vraiment la hesse. Par contre, il y a pas d'entre-deux non plus, tu vois. C'est paiement refusé, ça veut dire littéralement j'ai atteint et dépassé mon découvert autorisé, je n'ai pas de plan B à part payer par chèque, qui du coup est un chèque en bois, ce qui ne se fait pas, et aussi genre qui accepte les chèques de nos jours, pas beaucoup de commerce. Donc voilà, c'était beaucoup de stress. Et maintenant, depuis quelques années, je dirais l'argent, c'est un outil. J'essaye de faire en sorte que ça soit juste ça, et je pense y arriver pas trop mal. C'est un outil pour faire des trucs, et je pense pas y mettre beaucoup de charge émotionnelle, tu vois. J'ai pas l'impression que ma valeur est liée à l'argent. Alors, je suis indépendante, donc je suis obligée d'avoir une idée de combien mon temps vaut et mon travail vaut. Mais j'ai pas de problème à, tu vois, quand c'est une boîte qui a beaucoup d'argent, dire 1 heure de mon temps elle coûte tant, et quand c'est un truc qui a pas beaucoup d'argent, dire ok, je fais un live de 3 heures pour 200 balles, tu vois, mais parce que j'ai d'autres intérêts à le faire, ça me plaît, c'est fun, j'aime bien soutenir ce genre de trucs et tout. Donc ma valeur me semble pas intrinsèquement liée à combien je gagne ou combien j'ai. Je sais maintenant en permanence combien j'ai parce que je suis indé, donc je vérifie régulièrement est-ce que les factures sont arrivées, machin, et c'est bien d'avoir quand même une petite idée de combien d'argent va tomber ce mois-ci, parce que c'est beaucoup moins garanti que quand j'avais un salaire. T'as la sensation que le fait de t'être mise en indé t'a aussi obligé à te pencher dessus? Non, je me serais pas mise en indé si je me sentais pas déjà ok pour me pencher dessus. Je me suis pas forcée, quoi. Par contre, j'ai un comptable, et j'ai vraiment un comptable pour ma phobie administrative. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui m'aident à faire, et c'est même pas tant qui m'aident à les faire, c'est que s'ils les faisaient pas avec moi, je les ferais pas. C'est ça aussi, c'est que je suis là, oui, alors ça me coûte un peu de sous, mais franchement pas cher. Mon comptable, je crois qu'il me prend genre 500 € par an, donc franchement ça va. Et alors il s'est rentabilisé tout de suite parce qu'il m'a aidé à faire la demande de l'ACRE, la création ou à la reprise d'entreprise. En gros, c'est une aide qu'on peut demander quand on fonde ou qu'on reprend une boîte, pour être exonéré de cotisation sociale pendant 1 an. Donc la première année, tout l'argent que tu gagnes, il est pour toi, t'as pas à cotiser à l'URSSAF. Super. C'est un formulaire relativement simple à remplir, alors assez ardu au premier abord, un peu moche, et il y a des codes, il faut bien mettre le bon code chiffré de ton activité, mais en vrai, quand tu t'y penches 10 minutes, il faut juste trouver le truc qui correspond à... Moi, j'ai pas un parcours compliqué, tu vois. J'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai monté mon auto-entreprise. J'ai pas 12 trucs j'étais en arrêt maladie, j'ai créé une structure à l'étranger, c'est simple. Donc en vrai, il est pas très dur à remplir, ce formulaire. Je l'avais sur ma to-do pendant 2 mois, je l'ai pas fait. J'ai fini par dire à mon comptable, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et il m'a dit oui, et en fait on l'a fait, et je l'ai eu, donc je suis exonérée de cotisation pendant tout 1 an. Donc clairement, ça rembourse largement les 500 € par mois que me coûte mon comptable. 500 € par an? Par an, pardon. Oui, 500 € par mois, ce serait quand même... Pour le coup, j'ai pas assez de comptabilité à faire pour ce tarif. Donc voilà, j'ai quand même un comptable pour m'accompagner sur l'aspect paperasse. Mais c'est pas un gestionnaire, quoi. Il a pas accès à mon compte, il sait pas combien d'argent j'ai, il va pas me faire un warning si je suis dans le rouge. Enfin, pour le coup, ça c'est bon, c'est moi qui gère. Tu vois, tu disais tout à l'heure que finalement t'es assez chill avec l'argent, et qu'aujourd'hui t'as compris un petit peu que tu places pas d'énergie, en tout cas tu passes pas d'émotion dessus. J'ai pas l'impression, non. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait t'as vrillé à ce moment-là quand je t'ai parlé de ton épargne? Parce que je pense qu'à ce moment-là, ça m'a renvoyé à quand je gérais plus mal mon argent, c'est-à-dire que je le gérais pas. Okay. Et un peu ce truc de c'est pas très grave, tu vois, mais ce truc de si j'avais été plus économe, maintenant j'aurais plus de sous pour faire ma vie. Et en plus, à ce moment-là, il y avait un peu un truc de, effectivement, si j'ai pas ma rupture conventionnelle, je ne peux pas partir de mon travail, et c'est un problème parce que quand t'as plus envie de faire ton travail, y rester c'est compliqué, surtout un poste à responsabilité et tout.
Et ben moi j'avais vraiment plus envie j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie d'être indé. Du coup il y avait un peu cette culpabilité de est-ce que je suis en train de me retrouver dans une situation où potentiellement je vais pas pouvoir faire ce que je veux de ma vie parce qu'il y a 6 ans j'ai pas été capable d'être assez économe, tu vois. Ce qui est un peu un truc de est-ce que je me suis moi-même mise en échec parce que j'ai pas été capable d'anticiper, et je sais pourquoi je l'ai pas fait, c'est parce que j'étais totalement bloquée et qu'à ce moment-là l'argent ça me terrifiait, du coup je m'en suis pas occupée. Donc c'est un peu ce truc de, mais comme quand je pense à toutes les années que j'ai passées à être hyper timide, tu vois, et avoir peur de tout, je me dis en vrai j'ai quand même perdu du temps, tu vois, j'ai gâché un petit peu de temps. Après je suis philosophe, c'est pas grave, on n'a qu'une vie, on est la somme de toutes ces expériences. Si j'avais passé mon adolescence et mes années de jeunes adultes pas du tout timide, hyper extraverti, à rencontrer plein de gens, je serais pas la même personne. Et j'aime bien qui je suis, donc all good à la fin. Mais oui, il y avait un peu ce truc de, à ce moment-là, c'était une incertitude quand même assez pesante, même si, en vrai, je me disais, j'ai des bonnes chances de l'avoir, la rupture co, et je l'ai eu sans aucun problème. Discussion 1, on m'a dit, c'est bon, c'est validé, il y a pas de négo, donc tant mieux. Donc j'étais pas, enfin tu vois, j'étais là, en vrai j'ai 10 ans de boîte, j'ai bien bossé, je suis toujours en train de faire de mon mieux. Je pense qu'il y a pas vraiment de raison de me la refuser. Je sais que la boîte elle va pas couler si elle me donne cette thune là, donc vas-y, ils vont être cool, tu vois. Effectivement ils ont été cool, mais c'était quand même un enjeu pesant. En plus, enfin voilà, la perspective aussi de quitter Mademoiselle, qui a été mon seul travail de ma vie, où je suis restée 10 ans et tout, c'était quand même un contexte. Et je pense que du coup, quand tu m'as dit, bah, qu'est-ce que t'as fait de ta thune, j'étais vraiment en mode, bah, de me poser des questions chiantes. Là, la question, c'est, est-ce que je vais pouvoir partir ou pas, ou est-ce que ne pas avoir bien géré cette thune il y a 6 ans va littéralement m'empêcher de poursuivre mon projet pro, tu vois, ce qui serait, pour le coup, ce qui m'aurait un peu fané, parce que l'importance de la rupture conventionnelle, c'est que t'as accès au chômage. Si je démissionne, je n'ai pas le chômage. Et pour le coup, j'avais aucune idée de combien d'argent j'allais gagner en tant qu'indé. Donc, ne pas avoir le chômage, c'était pas viable, quoi. Au final, j'aurais pu partir au même timing en démissionnant. J'ai gagné de la thune immédiatement en mai. Donc, je suis partie fin avril. J'avais une mission la première semaine de mai. J'avais une mission en juin extrêmement bien payée. Et du coup, bah, j'aurais pu cruiser. Ça aurait été plus stressant. Et je sais pas si j'aurais démissionné en n'ayant aucun matelas de sécurité. Mais au final, j'ai gagné assez de sous assez vite pour que j'aurais pu m'en sortir même sans le chômage. Et d'ailleurs, il y a des mois où je touche rien de Pôle emploi parce que je gagne autant que ce que je gagnais avant. Et du coup, ça décale mes droits au chômage pour les mois où je gagnerai moins. Voilà. Donc, vive la gauche. Vive la gauche. Vive la France, surtout. Mais c'est vrai qu'il y a tout un truc où je me suis rendu compte que plus tu vas aller chercher, enfin, plus tu vas te libérer du joug de l'argent, en tout cas de ce que le fait de ne pas avoir d'argent t'empêche de faire, plus il y a de l'argent qui va rentrer de façon random, en fait. C'est vraiment assez étonnant, ce truc. Ouais, pour le coup, alors ça vient peut-être du fait que j'ai pour le coup jamais eu trop de problèmes à dépenser de la thune, mais je suis un peu dans le dicton dit you have to spend money to make money, donc faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Et du coup, tu vois, j'ai pas de problème. Là, je mets de l'argent dans des projets qui, pour l'instant, ne sont pas rentables. Je paye quelqu'un pour me monter mes podcasts qui, pour l'instant, en 4 mois, m'ont rapporté 80 €. Donc, clairement, déjà, un épisode monté, c'est plus rentable. Ça a coûté les sous que ça m'a rapporté. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est que j'espère à terme, il y ait de plus en plus d'écoute. Et aussi, on en revient un peu à... Pour l'instant, au stade où j'en suis, si je paye pas quelqu'un pour le faire, je vais pas le faire. Donc les podcasts, ils vont pas sortir. Donc il vaut mieux qu'ils existent et que j'ai des activités diverses et variées à montrer. Et c'est aussi comme ça qu'on bâtit son activité, j'imagine, en indépendant. C'est de l'investissement. Et ça, tu vois, c'est pas... Alors, il y a eu des questions de tarifs, tu vois. La première personne que j'avais sollicitée, c'était juste trop cher pour moi. Ça me revenait à plus de 200 € l'épisode. Et j'étais là, pour le coup, sur un truc qui me rapporte 0 €, 200 €, c'est trop cher. Mais c'est une discussion que j'ai eue. Je lui ai dit, je te dis pas que ton tarif est trop cher. En soi, je te dis pas que tu te prices trop cher. Je te dis que moi, j'ai pas les moyens. Du coup, on va pas continuer ensemble. Si un jour j'ai plus de sous et que j'ai besoin d'un montage un peu plus travaillé et tout, pas de souci, on se rappelle. Et on est toujours en bon terme. Et du coup, bah ensuite, quand j'ai trouvé une autre monteuse via toi d'ailleurs, Pauline, que j'embrasse, et j'ai été très claire avec elle sur voilà le budget que j'ai, voilà combien j'imagine pouvoir mettre, est-ce que c'est dans tes tarifs. Il y avait telle et telle mission où elle m'a dit bah ça je peux pas le vendre moins cher que ça, et j'étais là, y a pas de souci, bah du coup je vais pas te prendre ça, je vais me débrouiller de mon côté. Donc tu vois, j'ai vraiment aucun problème à avoir ces discussions là, mais parce que dans ma tête c'est du business, c'est du pratico-pratique, c'est du commerce, c'est tout comme j'ai pas de problème à demander à la caissière il y a combien le filet de bœuf, tu vois, c'est j'ai besoin d'un service contre j'ai tant d'argent, si ce service vaut plus, c'est pas grave, je ne l'aurai pas. Pour moi ça, c'est simple, tu vois. L'économie c'est pas facile, mon cerveau ne comprend pas l'économie au-delà de
voici un objet ou un service qui coûte tant et tu me donnes tant d'argent. Mais parler d'argent, c'est pas un souci. Parler de de comment je gère mon argent, ça l'a été longtemps. Mais parler de combien coûtent les choses et tout ça, ou négocier mon salaire, ça allait. Ok. C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent ? Je me souviens que tu me l'avais demandé dans le premier enregistrement, que j'étais là, waouh, j'en ai pas trop, mais que j'avais fini par en retrouver un, mais je l'ai re-oublié, donc c'est pas grave. Je sais que du coup, j'ai pas de souvenir immédiat, mais peut-être parce que, en fait, je sais que j'avais un petit peu d'argent de poche quand j'étais gamine, mais vraiment pas grand-chose, donc ça devait être de quoi s'acheter quelques bonbons, tu vois, au bureau de tabac. Ou à la boulangerie, donc j'ai pas eu ce truc par exemple à 10 ans d'économiser pour m'acheter une Game Boy ou des choses comme ça, c'était vraiment on avait peanuts d'argent de poche histoire d'eux et après on avait des cadeaux plus ou moins beaux et plus ou moins chers à Noël et à nos anniversaires qu'on pouvait demander en avance et où parfois c'était non c'est trop cher et parfois c'était oui. Donc j'ai eu une Game Boy mais ça a pas été à moi d'économiser pour la payer. Donc j'ai pas de souvenir vraiment petite enfance liée à l'argent. Je me souviens que j'avais une tirelire et où je mettais du coup le petit billet de mamie, l'argent de poche et tout. Mais alors quel âge j'avais, aucune idée, hein, dans ma tête. Quelque part entre 7 et 10 ans, je sais pas trop à quel âge les enfants font des trucs. Et ma mère, je sais pas, avait besoin de monnaie, elle avait pas de monnaie, elle m'avait dit un truc genre je t'ai pris 40 francs dans ta tirelire, je te les rends. Et moi dans ma tête 40 francs c'était énorme mon gars, j'étais là quoi 40 francs, c'est une fortune et tout parce que pour moi c'était énormément d'argent et aussi que j'avais aucune idée du prix que coûtaient les choses, tu vois. Elle me les a rendus, y a pas de problème. Donc j'ai ce vague souvenir. Donc j'avais quand même un peu une tirelire, un peu d'épargne, mais voilà, pas pour des grands projets d'achat. Ça devait être pour max, peut-être une fois on va se faire un ciné, tu vois, avec une copine. Et après, je sais que j'ai un souvenir de quand la GameCube est sortie. Donc la GameCube, une console de salon de Nintendo. Moi, j'aimais déjà bien les jeux vidéo, mais j'ai des parents qui s'intéressent pas aux jeux vidéo et c'était la période où c'était pas trop considéré comme comme un truc intéressant. Ouais. Ma mère, elle pense toujours que les jeux vidéo c'est pour les enfants, tu vois. Quand elle me voit jouer à la Switch. Encore aujourd'hui. À mon grand âge de 30 ans, elle est vraiment, bienveillante et tout, mais elle est vraiment en mode, mais ça t'est pas passé? Genre, à Noël dernier, elle me regardait jouer à Pokémon, elle était là, mais tu joues à Pokémon quand t'avais 7 ans, pourquoi tu joues encore à Pokémon? Alors, j'avoue que sur Pokémon, il y a un truc, tu vois, le jeu a pas trop évolué. Tu joues au même jeu que quand t'avais 7 ans. Oui. C'est pas pareil que de jouer aux jeux vidéo. Non, mais peu importe ce qu'elle me voit faire avec. Là, c'était encore plus marrant parce que c'était vraiment Pikachu, tu vois, qui était sur l'écran. Alors, mes parents, ils connaissent pas les jeux vidéo, mais ils connaissent Pikachu, maintenant c'est bon. Ouais. Pikachu et peut-être Mario ont réussi à pénétrer la frontière culturelle. Donc voilà, mes parents ils sont pas très jeux vidéo et ils sont pas très dépensiers en fait et ils sont pas comment dire ça. Déjà ils sont pas trucs de marque et ils sont pas trucs chers et du coup une console c'était forcément plusieurs centaines d'euros et pour ma mère ça n'avait vraiment aucun sens de m'acheter un truc à plusieurs centaines d'euros, tu vois, mais tout comme peut-être que c'est aussi comme ça qu'on sait qu'on vieillit, mais perso quand je vois des ados de 11 ans avec un iPhone 9, tu vois, je suis là mais attends mais ça coûte un SMIC, genre moi, jamais j'aurais eu un truc qui coûtait un SMIC et je pense pas que je serais à l'aise d'offrir un truc qui coûte un SMIC à un enfant. Pourquoi? Je ne sais pas. On en parlera peut-être à l'occasion. Mais du coup, j'avais... Oui, peut-être. Je sais pas si mon rapport hypothétique à offrir un iPhone à mon neveu dans 10 ans, tu vois, est peut-être un peu flou là tout de suite. Mais bref. Mais du coup, j'avais une Game Boy, on avait un PC qui faisait tourner quelques jeux et j'avais une PlayStation que j'avais eu d'occasion, je crois. Et Nintendo sort la GameCube qui market comme c'est la première console à moins de 100 euros parce qu'elle coûte 99 euros. Ah oui. Et du coup, et c'est vraiment leur truc marketing et ça a marché sur moi de ouf, pas sur ma daronne, spoiler, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, j'ai eu, je pense en plus c'était évidemment ils ont dû la sortir un peu avant Noël ou je sais pas quoi, tu vois. Et j'étais là, maman, c'est même pas 100 euros, ça va. Mais moi j'ai aucune idée à ce moment-là de ce que ça veut dire 100 euros, genre. À quoi ça correspond en termes de combien de centaines d'euros on dépense par semaine, combien ça coûte les courses, tu vois, moi je suis juste en mode la pub elle m'a dit que c'est moins de 100 euros, j'ai ce truc psychologique de c'est seulement 99 euros, ça marche, tu vois. Et du coup j'ai essayé de convaincre, de harceler moralement ma mère pour qu'elle m'achète une GameCube en vain, en comptant tout en GameCube, tu vois, genre si on faisait les courses et que c'était 150 euros, j'étais là, ah là là, c'est une GameCube et demie et tout, ça n'a pas marché du tout. Mais c'est une des premières fois où jeune, j'ai souvenir d'avoir eu un peu cette idée de, ok, les choses ont un prix, il y a des prix plus intéressants que d'autres et tout. Mais, tu vois, j'ai pas de souvenir, en fait, j'ai jamais géré mon argent. J'ai jamais été libre de l'utiliser comme je voulais. J'ai jamais trop eu d'argent à moi. Enfin, après, mes parents ont mis de côté, ils nous ont ouvert des comptes bancaires et tout.
on avait les chèques des anniversaires, les chèques de Noël, mais c'était beaucoup, en fait, un jour vous allez faire des études. Et la réalité, c'est que pendant mes études, j'ai pas eu à travailler parce que mes parents m'ont payé tout mon loyer et ma vie pendant... Moi, j'ai fait 4 ans d'études et j'ai 2 sœurs qui ont toutes fait des études longues, donc et qui ont pas eu besoin de travailler pendant leurs études. Donc en vrai, ils ont mis de côté pour nous payer notre vie pendant des années, alors qu'on gagnait 0 argent, tu vois, juste pour qu'on fasse des études. Mais ils ont mis de côté avec l'argent que vous aviez à Noël, c'est ça, par exemple ? Non. Ils ont mis de côté, eux, dans leur vie, Okay. je pense. Mais c'était pas genre, ton chèque de Noël, tu vas pas y toucher avant tes 18 ans, Oui. tu vois. C'était plus, ça rentrait aussi dans leur truc de, on dépense pas n'importe comment. Et y a des sous qu'on va pas dépenser maintenant parce que plus tard, tu comprendras quand tu seras grande, mais plus tard, tu seras contente qu'on les ait mis de côté. Et c'était vrai. Okay. Donc t'avais accès à ces sous-là ? Ouais, quand j'étais ado, quand j'étais genre au lycée, j'avais une carte bancaire, une carte électron là horrible, hyper bloquée, mais quand même qui permet de, tu vois, tu veux retirer 30 balles pour te faire un McDo et un ciné avec tes copines, tu peux. J'étais mineure, donc les relevés arrivaient chez mes parents, mais c'était pas un problème. Et du coup, j'avais quand même, au bout d'un moment, quand je commençais à arriver à une forme d'indépendance et que j'allais bientôt passer mon bac et partir, j'avais un peu, j'avais accès à mon compte avec mes petits sous. Et après, quand je suis partie de la maison, en fait, moi, j'ai eu mon bac à 16 ans et je suis partie faire mes études parce que mes études n'étaient pas faisables dans la ville où j'ai grandi et que j'avais envie de partir. Donc, mes parents m'ont trouvé un petit appart et tout. Et après, du coup, j'ai géré ma vie solo avec les sous qui tombaient. Donc, mes parents réglaient le loyer, ça, je m'en occupais pas, et ils me versaient des sous tous les mois. Et j'ai immédiatement mal géré. Genre, immédiatement, j'étais dans le rouge, mais parce qu'en fait, je savais pas comment faire mes courses, je savais pas comment dépenser ma thune. C'était compliqué parce qu'en vrai je m'ennuyais beaucoup parce que j'avais un petit studio avec pas internet, j'étais encore à l'époque extrêmement timide, donc je me suis pas fait une bande de potes tout de suite. J'étais aussi assez apeurée par la vie, donc tu vois, j'étais à Grenoble, je me suis baladée un peu, puis le centre-ville de Grenoble, on fait vite le tour, mais genre le samedi quand je savais pas quoi faire, j'allais à la médiathèque, tu vois, et je lisais un bouquin et j'étais là, c'est peut-être pas la vie fun que j'imaginais en termes de vie étudiante. Du coup, j'avais pas mal de temps et je pense que j'achetais un peu des trucs à droite et à gauche, vraiment, je pense, et j'avais pas internet chez moi aussi. Donc j'avais que des livres que j'avais déjà lus et des films que j'avais déjà vus et un ordi avec des séries que j'avais déjà vues. Donc je tournais pas mal en rond, je pense, et j'avais pas trop de... J'ai mis un peu de temps à me faire un tissu amical et social et après on va boire des coups et tout, donc ça c'est un peu de dépenses et il y a tout un apprentissage de... ça, je pense que c'est aussi peut-être des galères normales quand tu deviens indé, mais quand tu prends ton indépendance, pas quand tu deviens indé comme je viens de le faire, savoir que faut toujours regarder le prix des bières avant de te poser en terrasse, que d'une terrasse à l'autre, la bière, elle peut être à 3 € ou à 11 €, il vaut mieux faire ses courses dans un peu plus grand supermarché que dans la petite supérette d'en bas. Ça, c'est de l'apprentissage, mais comme j'étais paralysée à plein de niveaux, vraiment, j'ai pas géré ma thune et du coup, j'étais très vite dans le rouge. Et ce qui est bizarre, et c'est là où je pense que je leur en parlerai à l'occasion, du coup, maman, si tu écoutes cet épisode, on en parlera un jour. Parce que ta mère écoute Histoire d'argent, apparemment. Ma mère écoute tes podcasts, elle aime bien Histoire d'argent. Contrairement à toi, sa fille. Donc, oui, tout à fait, elle est plus fidèle à tes podcasts que moi. Elle aime beaucoup sa fille, donc je pense qu'elle écoutera cet épisode. Du coup, bisous maman. Et ce qui est bizarre, c'est que pour le coup, je sais que mes parents savaient que j'étais régulièrement à découvert parce que au début, c'est eux qui recevaient les relevés parce que j'étais mineure, et ensuite c'est moi qui les appelais en disant j'ai plus de sous, donc il y avait bien un moment où il fallait passer le coup de fil chiant. Et j'ai pas l'impression que l'un ou l'autre de mes parents m'ait pris entre quatre yeux pour me dire bon, visiblement il y a un problème, tu sais pas faire, je vais t'apprendre quoi, parce que je pense qu'ils étaient vraiment dans ce truc de en fait c'est facile. Tu sais que t'as tant d'argent par mois, tu divises par 4 semaines, au pire tu les retires en cash et juste t'as qu'à ne pas dépenser plus, tu vois. Et genre sur le papier, oui c'est simple. Pourquoi je n'ai pas réussi, je ne sais pas. J'ai peut-être une réponse à ça, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, assez rapidement, on a dû faire un produit en croix et que je t'ai vu bugger comme une poule devant un clavier. Ah oui, non, je suis pas bonne en maths, mais je suis capable de me dire si j'ai 400 € par mois, ça me fait 100 € par semaine, j'ai 100 €. Du coup, si j'en ai dépensé 80 le mardi, j'ai 20 € pour le reste, tu vois. Mais tu vois, je suis les capable chiffres, de faire ça. J'avais l'impression, alors t'étais super forte en lettres, mais tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'est le fameux cerveau en 2 parties, quoi. J'avais l'impression que les chiffres, pour toi, c'était non. En vrai, j'étais pas mauvaise en maths et notamment, j'ai fait un bac littéraire, donc mon bac de sciences, c'était certes beaucoup de produits en croix et de statistiques, mais j'ai eu 19, donc tu vois, j'étais pas débile. Mes profs voulaient plutôt m'envoyer en S, donc c'est bien que j'étais quand même à minima passable en sciences. Après, pour avoir vu ma grande sœur en S spé maths, je suis très contente de pas avoir fait S parce que j'ai pas le cerveau pour quand il y a plus de chiffres mais des lettres grecques, faut arrêter, tu vois, c'est arrêter. Ce n'est plus la même discipline. Donc j'ai pas l'impression d'avoir un blocage avec les chiffres, mais enfin je suis pas très bonne, mais ça va. Mais c'est vraiment ce truc de. C'est juste tes parents t'ont pas amené l'éducation, enfin en tout cas de j'ai pas eu t'apprendre. d'éducation financière, tu vois. À part, alors j'avais un peu des conseils, mais qui
ça c'est un truc de génération, mais qui sont assez vite devenus obsolètes. Genre, faut garder tes tickets de caisse pour faire ta compta et tout. J'étais là. Du coup, au début, je les gardais et au bout d'un moment, j'étais là. J'ai mon relevé de compte en ligne, genre pourquoi je ferais ma compta, tu vois, ça n'a pas de sens. Internet existe, donc maintenant ça, je ne garde plus mes tickets de caisse et je paye tout avec mon téléphone. Incroyable techno. Et je pense que oui, j'avais ce truc de si tu sais combien t'as, dépense pas plus, tu vois. Mais j'ai pas souvenir d'avoir eu plus d'éducation financière que ça, ne serait-ce que c'est quoi la différence entre un livret, un PEL, un machin. Alors que pour le coup, mes parents, bon, ils sont propriétaires de leur logement, ils ont 3 enfants. Ils ont possédé et vendu plusieurs bagnoles. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'ils avaient été locataires toute leur vie et que eux-mêmes n'avaient jamais eu de patrimoine entre guillemets. Donc, mon père, il sait payer une taxe foncière, il sait remplir des papiers compliqués. C'est plutôt mon père qui s'occupe de la compta et des papiers. Et j'ai des souvenirs très clairs de 1 ou 2 fois par mois, mon daron sur la grande table de la salle à manger avec 1 milliard de paperasse autour parce que il les fait beaucoup à la main et on a plein de classeurs à la maison avec tous les papiers et tout, en train de trier ses tickets de caisse, de voir les dépenses qui sont parties, le prix de la maison, les trucs. Donc il y avait un truc de l'argent, il faut s'en occuper, mais un peu genre oui, quand t'as une maison et 3 enfants et un crédit et un prêt et whatever, tu vois. Quand t'as juste genre t'as tant pour vivre par mois, vis avec. Je pense qu'il y avait pas cette idée de il y a besoin de j'ai pas d'argent à placer de toute façon, donc je pense que l'éducation financière c'était plus ça. C'est oui, si t'as un héritage qui arrive ou si je voulais acheter un appart, je pense que j'irais, oui, mes parents seraient de bons conseils. Mais comme là c'était finalement quasiment de l'argent de poche, tu vois, ils se sont probablement pas dit qu'il y avait une éducation à faire à ce niveau-là, quoi. T'en as parlé avec tes sœurs? Elles ont reçu à peu près de la même, non-éducation, en tout cas. Oui, je pense que pour le coup, on a été toutes les 3 traitées à la même enseigne. Je dirais que ma grande sœur a plus vite su gérer sa thune et surtout elle a plus vite eu la volonté d'être indépendante financièrement et de gagner sa propre thune. Pour le coup, quand on était au lycée, elle bossait l'été, ce que moi j'ai pas fait parce que j'avais pas envie et j'étais pas obligée. Je fais les abricots une fois avec elle, c'était top. Et en vrai, j'étais contente, tu vois, j'ai eu mon chèque, j'étais là, waouh, 380 €, incroyable ou pas? Donc c'était cool. Elle bossait, elle gagnait un peu de sous, qu'elle mettait après, tu vois, dans des voyages, des choses comme ça. Donc c'est ma grande sœur, elle est partie de la maison 1 ou 2 ans avant moi. Il me semble pas qu'elle a eu autant de galères de thunes, mais je pense peut-être parce que c'est l'aîné et que souvent l'aîné du coup est amené à devenir un peu un parent 3 pour quand les parents ont la flemme. Elle a toujours été la plus raisonnable des 3, je dirais, et la plus organisée. Et peut-être ça joue, c'est la scientifique aussi des 3. Donc peut-être que l'aisance avec les chiffres et les lettres grecques l'a aidée dans tout ça. Et ma petite sœur, je dirais que c'était pareil que moi. Ouais. D'ailleurs, on a été longtemps en coloc et il y en avait un mois où c'était une qui était fauchée, un mois où c'était l'autre, quoi. Mais les vases communicants fonctionnaient bien, quoi. Et je peux te parler du garçon qui m'a aidé à comprendre que l'argent c'est un outil, et du garçon qui m'a appris à être chill avec la thune, parce qu'il y a un vrai avant et un après. Il y a quelques années, je suis sortie avec un super garçon qui s'appelle Arthur. On est toujours potes et on a eu une relation qui a duré quasiment 3 ans. Et donc moi j'étais à Paris, salariée, je commençais à avoir, ça devait être là le moment où j'étais, je suis passée rédac chef dans l'année de fin de notre relation. Donc je devais gagner 1 700 par mois, ce qui est pas dingue à Paris, mais ok quand même. Et mon loyer, c'était 800 €. Donc en gros, une fois que mon loyer était payé, les factures et tout, il devait me rester 700-800 € par mois pour vivre. Facile, vous dites-vous? Pas du tout. J'étais évidemment à découvert en permanence. Parce qu'il y a un peu un truc d'une fois que t'as commencé à creuser, tu vois, si tu remplis pas, en gros, quand le salaire il tombe, à la base c'était déjà à moins 600, tu vas pas avoir 1700 sur ton compte. Mais même quand j'avais des rentrées d'argent un peu supplémentaires, parce que parfois je faisais des missions en plus de MAD, je me disais cool, ça va combler le trou, je repars de zéro et à partir de maintenant je budgétise, et évidemment je le faisais pas et ça finissait par retomber dans le rouge, car c'est ainsi que je roule. C'est vrai que dans ma tête j'avais aussi ce truc de Mimi, elle a fait plein de missions, parfois très bien payées. Ouais, j'avais fait quelques missions en plus de maths, donc j'avais gagné ses sous et après j'avais probablement été les dépenser en buvant d'excellents cocktails à Majorque chez ma grande sœur. J'avoue. Voilà. Entre autres activités charmantes que l'argent permet. Beaucoup de terrasses aussi, hein. Oh, énormément de terrasses, bien sûr. Attendez, on a tous des studios, Paris Ville Lumière, soyons. À l'époque, les terrasses étaient chauffées, ça clopait comme pas permis et tout. Ouais, beaucoup de terrasses. Je crois que les gens qui vivent pas à Paris se rendent pas compte, en fait, à quel point... Alors, jamais une pinte à plus de 4 €. On se respecte, mais beaucoup de terrasses. Pas mal de pintes, ça finit par chiffrer. Comme les apparts sont nuls, en fait, t'as plutôt tendance à, dès que tu peux, sortir aller de dehors, chez toi, ouais. quoi. Et ça chiffre beaucoup plus que acheter un pack de bière pour recevoir des copains à la maison, c'est sûr. Et donc Arthur, lui, il avait
Alors, il gagnait plus d'argent que moi. Il est ingénieur en data science, donc ça paye mieux que travailler dans la presse en ligne. Oui. Et alors, il vient pas d'une famille riche en soi. Il avait aussi un rapport un peu stressant à l'argent pour le coup. Genre faire des grosses dépenses, c'est stressant pour lui. Mais il avait quand même un rapport beaucoup plus apaisé que moi à l'argent, c'est un outil. Et en plus, il s'est mis à bosser dans la fintech, donc la tech financière. Donc, il est vraiment dans la finance, dans des trucs que je comprends pas. Vraiment, il me parle de son travail. Je suis là, non mais déjà, ingénieur en data science, je comprends pas. Mais ingénieur en data science dans la fintech, c'est des gars, des cabinets de conseil, des trucs, tu vois, genre, je ne sais pas, je ne comprends pas. Là, on atteint un niveau d'économie qui est beaucoup trop abstrait pour que mon cerveau fonctionne. On est beaucoup plus loin que j'ai 100 € et je veux acheter un truc, s'il coûte moins que 100 €, ça va le faire, quoi. Et lui, il avait vraiment ce truc de l'argent, c'est un outil. C'est juste un outil pour faire des trucs. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais encore très, très sensible par rapport à la thune. Et le fait qu'il en ait plus que moi était souvent une source de stress et que, en plus, lui, il le gère bien et pas moi. Et du coup, j'étais vraiment genre, je me sentais nulle à chaque fois que j'avais pas les moyens. Et pourtant, il était pas en mode, il voulait aller au resto tout le temps, voyager tout le temps parce que lui, il a les moyens et il oublie que moi, je les ai pas du tout. Hein. Le week-end, c'était vraiment rester sous la couette à jouer à la Switch, c'était très bien. Mais voilà, quand j'avais, en fait, les fois où j'avais besoin, un imprévu ou quoi, qui faisait que j'avais besoin de sortir 200 ou 300 €, tu vois, parce que je sais pas, j'ai pété mon téléphone ou des choses comme ça, bah souvent je les avais pas. Genre, je les aurais pas eu avant le mois d'après. Et ça me générait beaucoup de stress et en plus beaucoup de culpabilité qui du coup rajoutait à mon stress, enfin la bonne spirale nulle quoi, de je suis nulle et je me sens nulle de me sentir nulle et du coup je me sens doublement nulle. Et en fait Arthur était déjà très généreux parce qu'en vrai il était vraiment là en mode non mais je te les file et tu n'y a pas de problème, tu vois. Et aussi en fait très indulgent et très rassurant sur en fait c'est pas grave si tu me dis j'ai besoin de faire j'essaie de trouver un exemple. Si tu me dis j'ai besoin de faire un gâteau et j'ai cassé mon batteur et que moi j'ai un batteur, je vais te le prêter. C'est pareil, tu vois, il y a pas de problème, c'est juste un outil. Et au final, ça a mis du temps et ça n'a pas marché dès le premier coup, clairement. Mais au final, je pense que j'ai adopté son rapport à l'argent parce que déjà il me l'a transmis avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et qu'aussi entre-temps j'ai fait une thérapie, ça a aidé. J'ai aussi grandi et gagné un peu en maturité et en argent. Il y a un vrai truc de c'est plus facile d'être sereine avec la thune quand ça fait, je dirais, depuis mon augmentation de rédac chef que j'ai pas été en galère, tu vois. Pour le coup, 2500 balles à Paris avec un loyer de 800 balles plus les confinements et tout, ça va, tu vois. J'ai arrêté de stresser quand j'attends que ça dise paiement accepté. Je sais que ça va être accepté. Donc aussi, je suis là, ouais, j'ai un rapport plus apaisé à la thune. Quand je suis pas à découvert tous les mois, ça aide quand même. Mais j'ai vraiment ce truc de l'argent, c'est un outil, tu vois. Et vraiment, si demain, quelqu'un en qui j'ai confiance a besoin de 3000 balles pour lancer un truc et que je peux lui prêter, je lui prête, tu vois. Et je lui dis, tu me les rendras un jour, tu vois, à l'occasion. Parce que peut-être un jour, j'aurai besoin de 3000 balles et tu vas me prêter 3000 balles et tu me diras, tu me les rendras à l'occasion, tu vois. Et par exemple, quand je suis partie de MAD, il me fallait, je voulais m'acheter un MacBook. Et il fallait que je me l'achète avant de partir pour pouvoir transférer mon MacBook du taf dessus. Et j'avais pas un MacBook, ça coûte genre 1200 ou 1500 €. Je les avais pas à sortir parce que du coup, j'avais pas encore eu mes sous de la rupture conventionnelle, donc je pouvais pas les acheter avec des sous que j'avais pas encore. Et je t'ai dit, est-ce que tu peux m'avancer un Mac? Je me suis dit, qui je connais, qui peut lâcher 1500 € et que je connais assez bien pour lui demander? Fab, je pense qu'il y a moyen. Et du coup, tu m'as dit, oui, pas de souci, je te le fais livrer au taf. Et je t'ai remboursé 2 semaines après, tu vois, mais c'est un truc qui aurait été impensable à faire pour moi il y a quelques années, quoi. D'aller demander de l'aide. D'aller demander de l'aide, ouais. De me mettre en vulnérabilité, lié à l'argent encore plus. Et je pense que ça m'aurait stressé parce que j'aurais un truc dans ma tête de t'es pas sûr que tu vas pouvoir le rembourser, tu vois. Peut-être tu vas faire n'importe quoi avec ta thune d'ici là et tu pourras pas le rembourser. J'avais ce truc de tu sais que tu gères pas. Donc pour moi l'argent c'était un sujet très privé mais parce que c'était une honte, tu vois. C'était juste je suis nulle en ça et du coup je le garde pour moi et je garde mes galères et c'est aussi parce que avec Arthur au bout d'un moment j'ai pas eu le choix, on était ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble, il voyait bien que que c'est par exemple quand je vivais à Lille et que j'avais un petit ami à distance que je voyais un week-end sur 2, je pouvais plus cacher mes galères de thunes, tu vois, faire semblant que ça va un week-end c'est facile, quand on est plus dans l'intimité forcément ça l'est moins et ça m'a beaucoup aidé. Donc moi maintenant je suis vraiment en mode l'argent c'est un outil, ça me va comme vision. Mais tu vois, tu dis que c'est plus simple quand t'as été augmenté et je comprends, mais pour moi l'autre truc que tu faisais aussi c'est que comme tu disais en fait t'étais un peu en dep, enfin t'as eu un épisode dépressif pendant plusieurs années. En arrivant à Paris j'ai eu un épisode dépressif qui a duré au moins une petite année je dirais, et j'ai l'impression que c'est sans doute la rencontre d'Arthur mais aussi lié à la thérapie, parce qu'en gros t'aurais pu avoir ton augmentation d'argent et claquer, parce que c'est très simple de claquer 800 balles de plus à Paris
Alors oui et non, je pense que j'ai une vraie limite, tu vois, parce que genre je serais pas allée dans des bars plus chers, je serais pas allée dans des restos où le menu est à 70 balles. Enfin, tu vois, j'ai quand même un truc de... T'avais ce truc. Vaguement la valeur des choses quand même. J'aurais pas été me saper chez The Couples pour acheter des pulls à 300 € au lieu d'aller chez H&M. Enfin, je pense que j'ai un vrai plafond quand même de... Il y a un moment où mes loisirs ne coûtent pas si cher que ça et je vais pas dépenser plus pour le plaisir. Je vais peut-être aller plus souvent en terrasse à la limite ou prendre plus souvent un cocktail un peu sympa que la pinte à 3 balles en happy, mais pas au point, enfin il y a quand même que 7 soirs dans la semaine, je vais quand même pas les passer tous en terrasse, il y a une forme il y a une forme de plafond à un moment. Donc je pense que cette augmentation aurait fini par me mettre à flot, on va dire, et que ça m'aurait aidé à m'apaiser, mais ça m'aurait pas aidé à gérer ma thune s'il y avait pas eu d'un côté Arthur, de l'autre la thérapie effectivement, et puis bah grandir aussi. Tu dépensais de l'argent pour combler un truc, t'as l'impression? Ou alors c'était plutôt, bah comme c'était un sujet que t'en avais peur, tu préférais le mettre à distance et pas t'en occuper, quoi. C'est plus ça, je préférais le mettre à distance et pas m'en occuper, parce que beaucoup de ce que j'ai acheté, c'est pas des trucs pérennes, tu vois, c'est des trucs, beaucoup de consommables. Cet argent, concrètement, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mangé, je l'ai bu, principalement. Je l'ai fumé, parce que oui, fumer des clopes, ça coûte cher. J'ai cramé du kérosène avec pour aller au soleil, et remanger et reboire et refumer, mais au soleil. Donc je l'ai cramé en passant du bon temps et en créant des beaux souvenirs et des beaux moments, mais pas tant, tu vois, je me suis pas dit j'ai enfin les moyens de m'acheter tel truc cher qui me fait de l'œil. Là j'ai acheté un MacBook et un iPhone en partant de chez Mad, c'est probablement les choses les plus chères que j'ai achetées dans ma vie. Mais j'ai une Switch, c'est toi qui me l'as offerte. On a une grande télé à la maison, c'est celle de mon mec, c'est pas moi qui l'ai achetée. Donc j'ai pas l'impression d'avoir accumulé des trucs pour combler un vide. Après, si je passais autant de temps en terrasse, c'est aussi parce que je picolais un peu trop pour combler un vide. Ça, oui, tu vois, mais j'aurais pu le faire toute seule chez moi avec des trucs à 50 centimes. Donc, il y avait aussi, je payais un moment, quoi. Et pour moi, pour le coup, je dépense quand même beaucoup mon argent. Je paye un moment, tu vois. Je fais pas mal de cadeaux qui sont des expériences. Je préfère mettre 100 balles dans un resto que dans une veste, tu vois. J'ai un vrai truc de moments partagés et de bonne bouffe aussi, on va pas se mentir. C'est important. Oui. La bonne bouffe. Et comment ça se passe pour toi alors depuis que t'es indépendante et que certes tu vois t'as ce matelas de Pôle Emploi qui va s'arrêter dans un... Bah en vrai ça va parce que alors j'ai pas de truc très fixe en tête, mais en gros le chômage tu l'as pour à peu près 2 ans en dégressif, donc tu commences avec 80% de ton salaire et après ça descend, il y a des paliers. Mais moi du coup le deal c'est que les mois où je gagne moins que mon salaire journalier de mon dernier travail, donc chez Mad, Pôle emploi complète la différence. Donc si je gagne 0, il me donne tout mon chômage. Et les mois où je gagne... 80% de ce que tu touches. Donc 80% de mon ancien salaire. Et les mois où je gagne autant ou plus que mon salaire journalier, mes droits au chômage sont décalés, donc je les perds pas, mais ça continue. Donc potentiellement, en fait, si je continue à gagner la thune, mes droits au chômage, je les ai jusqu'à forever, tu vois, tant qu'il n'y a pas de réforme du chômage de bâtard qui passe, par exemple. Donc le matelas Pôle emploi, je l'ai. Mais pour l'instant, j'ai la chance de pas avoir à compter dessus, puisque là, actuellement, donc ça fait 6 mois que je me suis lancée en indépendante, et disons 4 mois que je m'y suis sérieusement mise, que j'ai vraiment mis en place des structures pour gagner des sous et tout. Là, actuellement, mon revenu principal, c'est les sous que me donnent les gens directement. Donc j'ai des abonnés sur un truc qui s'appelle Patreon, qui permet de payer pour du contenu audio, vidéo, écrit exclusif. Et sur Twitch, qui est une plateforme de streaming en live, n'est-ce pas, où les gens peuvent s'abonner pour 5 € par mois. Et moi, je récupère une partie de ces sous-là. Et Twitch prend l'autre partie. Ça, c'est mon revenu principal. Et en fait, ça me paye mon loyer. Genre, mon Patreon, il me rapporte 800 balles par mois, ravi. Et Twitch, 100 ou 150 balles. Donc, l'un dans l'autre, mon loyer, ma part de loyer, en tout cas, est payée. Et le reste, c'est du bonus, j'ai envie de dire. Donc, il y a une petite partie de cet argent que je réinjecte dans mon activité. Genre, je paye une monteuse, je vais acheter un petit peu de matériel, des choses comme ça. Et puis, sinon, des expériences diverses et variées qui peuvent faire des bons lives. Et le reste, je fais ma vie avec, je le dépense. Mais alors, peut-être que les indés parmi nous, et peut-être mon cher comptable, si un jour il écoute, ça va vriller, mais genre, je budgétise toujours pas, quoi. J'ai pas de Excel. J'ai pas de suivi. Alors, je suis chez Conto, un truc de compte pro, qui est assez lisible en termes de est-ce que telle facture a été payée, tu peux trier, voici mes rentrées, voici mes sorties, voilà. Donc, j'ai aussi pas besoin de le faire à la main avec un boulier, quoi, Internet. Mais là, je sais combien d'argent j'ai sur mon compte. Je sais combien va partir parce que le loyer et les factures. Et je sais combien d'argent j'ai chaque mois de base. Donc, j'ai Patreon plus Twitch et aussi Pôle emploi qui complète un peu. Et le reste, c'est des missions. Des fois, il y en a, des fois, il y en a pas, tu vois.
Mais genre, j'ai pas de plan, j'épargne pas spécialement, je me dis pas, ok, il faut que je dépense tant par mois ou que je gagne tant par mois. Je suis là, il y a des mois où je gagne genre autant voire plus que ce que je gagnais chez Mad. Et il y a des mois où je gagne, surtout au début quand j'avais pas encore Patreon et tout, il y avait des mois où je gagnais juste le chômage, j'étais là, c'est bien quand même. Et puis j'ai eu mes sous de la rupture co. Et puis, comme j'ai dit, je suis partie en avril, j'ai fait une mission en mai et une mission en juin. Et celle de juin était très bien payée, elle était à 5 chiffres. Donc, c'est une belle opportunité, tu vois, que pour quand tu viens de te lancer. Tous les jours. C'est pas tous les jours, non, c'est assez exceptionnel. J'en ai pas eu en 2 ans. Oui, c'était beaucoup. Et du coup, on est toi et moi chez une agence qui nous représente, qui représente les talents que nous sommes auprès des annonceurs. Et l'agence m'a dit, calme-toi. Voilà, ne te dis pas ça va être ça ma vie, c'est exceptionnel pour toi comme pour nous. Donc très bien, profitons, soyons ravis de ce qui se passe, mais partons pas du principe que ça va être tous les mois comme ça. Donc en fait, j'ai pas de stress financier, mais alors ok, par rapport à avant, je sais combien j'ai sur mon compte, mais je suis pas spécialement, tu vois, je suis pas en suivi, je suis là en mode ça passe. Ok, j'ai assez, mais aussi parce que j'ai pas de gros projets, tu vois. Si avec mon mec on se dit ok en 2023 on veut aller au Japon, je vais être là ok, du coup on va budgétiser le Japon et budgétiser combien ça nous coûte et combien il faut qu'on ait de côté, est-ce qu'on a une petite marge de matelas pour si jamais on veut se faire un kiff là-bas ou quoi, ou qu'on a un problème. Mais ça je peux le faire parce que c'est en mode, c'est vraiment un outil, tu vois, c'est un projet. Tout comme pour moi c'est pas plus compliqué à faire que réserver les billets d'avion, c'est genre on y va, il faut bien qu'on y aille avec la thune, quoi. Bon, l'autre truc dont je voulais parler avec toi, et tu l'as passé comme ça, tu l'as mentionné en passant, c'est que ta source de revenus principale aujourd'hui, et c'est assez rare en tant que créatrice de contenu, c'est ce que les gens te donnent comme argent. Ouais, et j'ai pas du tout eu de mal à demander ça. Alors, donc l'histoire de mon Patreon, pourquoi je me suis lancée sur cette plateforme de soutien financier, c'est grâce à toi Fabrice. C'est parce que alors j'avais déjà l'idée de peut-être m'y lancer, mettre des recettes, une newsletter, je sais pas, c'était dans les formes vagues de ah oui, il y a aussi ça pour gagner des sous. Et alors moi personnellement, je soutiens quelques podcasteurs américains sur Patreon. Ça me coûte 2 ou 3 $ par mois et j'aime bien leur contenu et c'est vraiment des gens dont j'écoute des heures et des heures de podcast gratuitement depuis des années ou des heures de vidéos YouTube, donc ça me va très bien. C'est aussi un truc que j'ai fait quand j'ai commencé à être un peu à l'aise financièrement, c'est donner à des créateurs de contenu et donner à des assos. Donc je me suis j'ai adhéré au planning familial et j'allais dire je me suis encartée, mais ça c'est pour les partis politiques. Au planning familial et à Médecins du Monde. Voilà. Donc tu fais des virements. Ouais, c'est tous les mois. Tous les mois, ça met un peu de sous. Alors c'est du coup maintenant je sais comment faire dans ma déclaration d'impôt pour les déclarer pour qu'ils soient défiscalisés. Mais bon, en soi je m'en fiche un peu, tu vois. C'est tant que je peux les donner, ça me fait plaisir de les donner. Donc Patreon. Oui, Patreon. Moi, je l'utilisais déjà un petit peu et en fait, j'avais un format chez Mademoiselle sur la série Game of Thrones qui marchait très bien, qui s'appelait le récap rigolo, où en gros, je faisais des blagues sur l'épisode qui venait de sortir. Et là, il y a House of the Dragon, la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones qui s'est lancée en août 2022. Moi, j'étais évidemment extrêmement au taquet. Et je me suis dit, c'est aussi la bonne occasion de reprendre ce format qui marchait très bien, puisque moi je sais que ça faisait beaucoup d'audience chez Mad, de le reprendre en indé et de le proposer, de le monétiser, donc de le proposer à un média. Donc je m'étais dit, je vais le proposer en pige, donc en création indépendante, a priori Mademoiselle, parce que c'est le plus logique, c'est là où il y a déjà les épisodes précédents. Et puis si jamais Mademoiselle ne veut pas ou ne me paye pas assez, j'irai voir quelques autres médias qui pourraient être intéressés. Et du coup, je t'ai demandé, à ton avis, à combien je pourrais le vendre, parce que c'est pas une pige normale qui peut se calculer en nombre de signes, en nombre de mots. C'est pas mal d'heures de travail, mais et c'est un contenu assez inédit, tu vois. Il y a un peu que moi qui fais ça, en France en tout cas. Et je sais que ça a fait de l'audience. Donc je veux le vendre plus cher qu'une pige normale qui se vend genre 100-150 balles. Et je voudrais vendre toute la saison d'un coup. Donc on m'achète 10 épisodes d'un coup. Et j'étais là, combien? Et tu m'as dit, je me suis dit peut-être je le vends 2 000 €. Tu vois, je propose 2 000 € aux médias comme prix de base. Ça me semble pour un truc qui dure pendant 2 mois, hein, donc 10 épisodes. Donc 10 semaines avec des épisodes d'1 heure et tout, ça me semble ok, tu vois. Ça fait à peu près 200 € l'épisode, du coup c'est même pas beaucoup plus cher qu'une pige, quoi. Et tu m'as dit, écoute, je pense que tu pourrais le mettre sur Patreon et que tu te ferais autant. Et j'étais là, je pense pas que je vais gagner 2 000 € par mois avec l'argent des gens en pleine crise et mes blagues sur House of the Dragon, tu vois. Et après j'étais là... Tu vois, genre, ça commençait quand même... Fabrice est spécialiste en... à tes souhaits. Merci. En planter des petites graines dans le cerveau des gens et après, souvent elles poussent. Du coup, j'y réfléchissais, j'étais là, c'est vrai que si je veux me lancer sur Patreon, ça serait un bon produit d'appel. C'est quelque chose qui était assez connu à l'époque et tout. Et
Et aussi, tu m'as dit, ça te permet aussi de garder la propriété intellectuelle de ton contenu, c'est publié chez toi, c'est toi qui l'as, c'est pas un média qui l'a publié, qui peut le dépublier, tu vois, c'est ton truc et ça reste chez toi, et c'est toi, et tout l'argent va à toi, minus la petite commission Patreon. Donc j'étais là, tu sais quoi, il a raison, vas-y. Et donc j'ai créé mon Patreon à l'occasion du lancement de House of the Dragon, et ça a très bien marché, donc, et alors ça a posé quelques questions de combien je le vends, donc j'ai dit je vends, alors il y a eu une Zumba, parce que j'ai dit, je vous vends 5 € la saison entière. Donc pour 5 €, une fois, vous recevrez les 10 épisodes une fois par semaine. Sauf que, donc les gens étaient là grave chaud. Donc j'ai eu quand même plus de 150 personnes qui se sont abonnées, tu vois. Et à 5 € par 150 personnes, c'est pas mal. Sauf que je me suis rendu compte à la fin du mois qu'en fait Patreon ne permet pas les paiements uniques. Oui. Et du coup, il va redébiter les gens et je peux pas... C'est soit les gens ils se désabonnent, soit, enfin du coup j'étais là, ok, en fait il y a pas de système de one shot sur Patreon, c'est une volonté de la plateforme, ils sont là, nous on est un abonnement, donc on prélève les gens tous les mois. Et c'est à eux de se désabonner, c'est même pas toi qui peux, même si tu fermes l'abonnement, les gens ils vont être prélevés quand même. Donc j'étais là, oula, moi j'avais promis 5 € pour 10 épisodes et tout. Et alors heureusement Patreon te permet d'envoyer un message privé à tous tes soutiens, tes patrons comme on dit. Et du coup je leur ai dit, bon voilà, en gros, moi j'ai pas envie de vous redébiter sans rien vous dire parce que je vous avais dit 5 €, le deal c'était 5 € pour la saison entière. Donc voici un sondage. Soit vous êtes ok pour remettre 5 € et du coup il y a rien à faire, ça va vous redébiter et merci beaucoup. Soit vous êtes pas ok et vous êtes une majorité à pas être ok, du coup ce que je vais faire c'est que je vais fermer l'abonnement et publier en public en fait, comme ça vous avez payé, vous aurez les épisodes et les gens qui ont pas payé les auront aussi. Bon, c'est pas très grave, c'est moi qui ai fait l'erreur à la base, tu vois, genre c'est pas vraiment mon business model mais ça m'apprendra aussi, c'est comme ça qu'on apprend. Et je suis quand même contente j'avais quand même gagné du coup un truc genre je sais pas 500 600 €, tu vois, j'étais là, en vrai c'est déjà pas mal quoi. Et l'écrasante majorité des gens ont voté pour t'inquiète, tu peux me redébiter, c'est pas grave. Donc j'étais là, ok, merci beaucoup. Tu vois, c'est quand même 5 € par mois, on commence à être sur une somme qui a un petit poids psychologique, quoi. C'est pas 2 $, quoi, c'est ok. Donc merci beaucoup. Et il y a genre 3 personnes qui m'ont dit, moi je peux pas donner plus. Et je leur ai dit, y a pas de souci, vous avez déjà payé, donc je vous enverrai le récap par mail. Parce que vraiment vous êtes 3, donc c'est pas compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, à la fin, j'ai gagné plus de 2000 € avec ce format. De l'argent qui vient directement des gens, donc qui dépend pas d'un annonceur, qui dépend pas d'un client qui me paye. Et les gens sont restés aussi. House of the Dragon, là maintenant ça commence à faire 2 mois que c'est fini. J'ai pas perdu beaucoup, je gagne toujours 800 € par mois sur Patreon et je pense que le pic je devais gagner 1100. Donc j'ai pas perdu grand monde et je continue à publier du contenu et tout, mais il y a pas eu de déperdition totale de le format pour lequel on est venu est fini. J'arrête de m'abonner, il y a un vrai truc en vrai c'était fun, continue à produire des trucs, c'est cool de te soutenir. Donc très très contente de ça. J'ai un peu moins de facilité à générer des subs sur Twitch, mais je pense que ça tient à plusieurs choses. Déjà que j'ai pas une présence Twitch extrême. Des subs, pour expliquer un petit peu aux gens. C'est les abonnements payants. Donc sur une chaîne Twitch, vous pouvez suivre la chaîne comme sur YouTube ou comme un podcast où vous aurez juste des alertes quand la personne est en live. Vous pouvez sub, donc la soutenir financièrement, ça vous coûte 5 €. Et la personne touche un pourcentage variable selon sa régularité en gros sur Twitch. Et c'est une façon aussi d'avoir de l'interaction avec la personne qui stream, puisque souvent, évidemment, le streamer ou la streameuse va remercier les gens qui s'abonnent et dire leur pseudo, et on a accès à quelques petits trucs genre différents réglages et des petites émoticônes spéciales, mais en vrai on sub pour soutenir le contenu plus que pour avoir une contrepartie. Alors que Patreon, on s'abonne aussi pour avoir une contrepartie. On s'abonne à mon Patreon pour recevoir les récaps rigolos, pas juste parce qu'ils sont publics et qu'on veut me soutenir, quoi. Donc je pense que ça tient à plein de choses différentes. Déjà, sur Twitch, tu peux regarder tout ce que je fais gratuitement, donc t'as moins d'incentive à t'abonner. J'ai moins de monde sur Twitch aussi que sur le reste de mes réseaux au global, et puis le récap rigolo, c'est un format qui était déjà fort. J'ai pas une présence Twitch qui est extrêmement adaptée à la plateforme, tu vois, je fais pas de collab. En fait, je veux pas être streameuse à 100% dans ma vie. Je fais pas des collabs, je vais pas jouer aux jeux vidéo qui viennent de sortir parce que c'est à la mode. J'ai pas de mécanique pour appeler au sub, tu vois, à part dire c'est sympa et je suis indé et merci de me soutenir. J'ai pas donc ce qu'on appelle par exemple des sub goals, c'est dire je veux m'acheter une nouvelle caméra pour mieux streamer, elle coûte 500 €, donc tu mets une jauge et les gens du coup ils ont une raison, ils sont là vas-y, je vais l'aider à atteindre un peu son but. Moi c'est vraiment merci de sub si vous avez 5 € qui traînent, parce que aussi c'était pas ma prio de monétiser ça, quoi. Mais j'ai pas de souci à demander, c'est beaucoup plus dur pour moi d'aller demander à quelqu'un que je connais par exemple salut, je viens de sortir ça, est-ce que tu pourrais partager dans ta story pour me faire un peu de la pub, tu vois, que de dire aux gens donnez-moi de la thune, parce que je suis là, en fait c'est normal, je produis du travail, si vous voulez soutenez-moi, mais c'est aussi vous êtes pas vraiment lésés si vous le faites pas, tu vois, donc bien joué, donnez-moi de la thune. Merci.
Donc moi, je suis en train de lancer mon Patreon là, et je crois que quand cet épisode sortira, il sera lancé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai un lien. Abonnez-vous. Puis je mettrai aussi un lien vers ton Patreon après tout. Abonnez-vous également. Et en fait, c'est intéressant parce que ça fait des années que je pense à le faire, et ça fait des années que je bute sur un truc simple qui est, c'est compliqué pour moi de demander de l'argent en échange de mon travail et de mon contenu. Alors que toi, j'ai l'impression que pour toi, c'est hyper fluide. Oui, c'est fluide parce que je suis là, c'est pas moi qui ai décidé qu'on vit dans un monde capitaliste, donc chop chop, tu vois. Et aussi, je pense que j'y mettais pas trop d'enjeux dans le sens où si mon Patreon avait fait un four, ça aurait pas été très grave. Enfin, j'aurais quand même été un peu deg, je pense, mais en vrai, tu vois, j'avais aucune idée de comment ça allait marcher ou pas. Et du coup, moi, j'ai eu 10 abonnés, j'étais déjà en mode, 50 balles, tu vois, je suis contente. Donc, comme j'avais aucune visibilité et que à la base, je me suis pas lancée en indé en me disant je vais compter sur l'argent des gens. Je me suis lancée en indé en me disant je vais être payée par des annonceurs pour faire des missions d'influence et divers trucs variés. Donc pour moi c'était un bonus, tu vois, c'était vraiment là tu vois Twitch c'est 150 balles par mois, c'est cool. Des fois quand je fais les courses je me dis on prend du canard, il y a les subs Twitch qui arrivent, c'est chouette, mais je compte pas dessus. Si demain je les ai plus, c'est pas grave. Si demain j'ai plus mon Patreon, je vais plus le sentir passer, mais c'est pas grave, le chômage prendra sa place, tu vois. C'est aussi ça, c'est que je suis là en fait, tant que je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer, c'est bon. Et pour l'instant, donc là on est en décembre, je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer jusqu'à tous les mois déjà, j'ai de l'argent qui rentre de Patreon et de Twitch. J'ai fait une mission récemment. Mon agent m'a parlé d'une autre mission pour peut-être janvier. J'ai donné des cours qui vont être rémunérés. Donc je suis là, ok, on est bon pour la fin d'année. On a gagné des sous. Et je sais que j'ai, donc ce que j'expliquais dans mon live avec toi sur mes 6 mois post-salariat. Je mettrai le lien aussi pour les gens qui veulent aller écouter. Vous pouvez écouter si vous voulez un peu plus en savoir sur comment je gagne ma vie et tout. Mon truc dans ma tête, c'est combien j'ai de mois de loyer d'avance si je devais payer mon loyer toute seule et que je gagnais plus du tout d'argent. Et là, je suis à 6 mois. Je suis là, ça va. Bon, je suis un peu moins de 6 mois quand même, mais le temps que l'argent rentre et tout, le temps que toutes mes factures en cours soient réglées, j'ai 6 mois de loyer d'avance, même s'il y a plus rien qui rentre. Donc je suis là, ça va, tu vois. Sachant qu'il y a peu de chances qu'il y ait d'un coup plus rien qui rentre, ne serait-ce que parce qu'il y a le chômage, et qu'il y a peu de chances que ça coïncide avec mon mec ne veut plus être avec moi, il faut que je paye mon loyer toute seule, tu vois. Donc ça va mieux, l'argent, mais c'était compliqué. Et je sais toujours pas exactement pourquoi je m'en faisais une telle peur, mais je pense que c'était un mix de les trucs d'adultes, ça me fait peur. J'ai une vraie culpabilité de mal le gérer. Je me sens nulle et j'ai l'impression que tout le monde sait le faire et pas moi. Et du coup, je vais le garder pour moi et pas en parler. Alors que, en vrai, si à 17-18 ans, j'avais dit soit à mon daron, soit à ma daronne, soit à un autre adulte, tu vois, en vrai, je galère. Ou même que j'avais été, je sais que dans les mairies, il y a des permanences d'aide administrative et tout, où j'avais été en thérapie et que j'avais été dire je suis hyper bloquée là-dessus et qu'on avait pu bosser un peu dessus. Peut-être que 6 mois m'auraient économisé beaucoup de galères et fait économiser beaucoup d'argent à terme. Mais encore une fois, c'est pas grave, tu vois, je serais pas la même personne. Donc, it's ok. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter ? Non, je pense que ça va. On a bien tout dit. Et puis c'est bien, on n'a pas trop parlé de tes parents, finalement, on a plus parlé de toi. Non, ça va, j'ai plus parlé de moi que des autres. Et au final, je pense que c'est plutôt ça le marché aussi, donc ça tombe bien. Merci beaucoup. Merci Fabrice. C'est cool. See you soon. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.